Tu te souviens de ce sentiment? Ce sentiment très précis d'être dans un endroit, une fête, une réunion, un groupe de personnes que tu connais pourtant, et de ne pas vraiment te sentir à ta place. Pas parce que tu es mal accueilli, pas parce que les gens sont désagréables, mais parce que quelque chose ne colle pas tout à fait. Parce que tu souris, tu participes, tu joues le jeu. Et pourtant une partie de toi observe tout ça de légèrement trop loin. Comme si tu étais là, mais pas entièrement. Comme si une partie de toi attendait quelque chose qui ne venait jamais vraiment. Tu as peut-être essayé de trouver la bonne explication. Peut-être que c'est la timidité. Peut-être que tu n'as pas assez confiance en toi. Peut-être que tu es trop exigeant. Peut-être que tu ne fais pas assez d'efforts pour t'intégrer. Et pendant des années, peut-être toute ta vie, tu as porté ça comme un problème à résoudre. Comme quelque chose en toi qui ne fonctionnait pas tout à fait comme chez les autres. Ce soir, je vais te dire ce que c'est vraiment. Music Hunter, slow, warm, like a hand extended. Carl Jung a passé sa vie entière à explorer les territoires invisibles de l'âme humaine. Et parmi tout ce qu'il a découvert, il y a quelque chose de très précis sur ces personnes qui ne trouvent jamais tout à fait leur place. Ce qu'il a découvert ne ressemble pas à ce que tu t'es peut-être raconté sur toi-même. Ça ressemble à quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus vrai. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre ce soir va changer la façon dont tu vois ce que tu as toujours vécu comme une difficulté. Commençons par nommer quelque chose clairement. La société a une réponse très précise pour les personnes qui ne trouvent pas facilement leur place. Elle les appelle inadaptées, ou timides, ou trop dans leur tête, ou manquant de confiance en elles, ou difficiles, ou trop exigeantes, ou incapables de s'intégrer. Et cette réponse, aussi bien intentionnée qu'elle puisse parfois être, contient un message très clair. Le problème, c'est toi. Tu ne t'adaptes pas assez. Tu n'essaies pas assez. Tu ne mets pas suffisamment d'eau dans ton vin. Si tu avais les bonnes compétences sociales, le bon niveau de confiance en toi, la bonne façon de te présenter aux autres, tu trouverais ta place sans difficulté. Et tu as peut-être cru ça. Peut-être pendant longtemps. Peut-être encore maintenant par moments. Cette voix intérieure qui dit que si tu étais différent, plus sociable, plus facile, plus normal, les choses iraient mieux. Que ta difficulté à trouver ta place est un symptôme de quelque chose qui ne va pas en toi. Mais Carl Jung aurait dit quelque chose de radicalement différent. Jung ne voyait pas la difficulté à s'intégrer comme un symptôme de dysfonctionnement. Il la voyait souvent comme le signe d'un processus très particulier, un processus qu'il considérait comme l'un des plus rares et des plus précieux de l'existence humaine. Il l'appelait l'individuation. Et les personnes qui peinent à trouver leur place dans les structures collectives existantes sont souvent précisément celles qui sont le plus avancées dans ce processus. Pas parce qu'elles sont meilleures que les autres, pas parce qu'elles sont supérieures, mais parce qu'elles sont engagées, consciemment ou non, dans un voyage intérieur que la majorité des gens n'entreprennent pas vraiment. Et ce voyage, il a un prix. Et l'un de ces prix, c'est de ne pas facilement se sentir à sa place, là où les autres semblent s'intégrer sans effort. Avant d'aller plus loin, je dois t'expliquer ce que Jung voulait vraiment dire par individuation, parce que c'est un mot qui peut sembler abstrait, technique, loin de la réalité quotidienne de quelqu'un qui se sent simplement différent, simplement décalé, simplement incapable de trouver sa place. Mais l'individuation, c'est peut-être la chose la plus concrète et la plus urgente dont je vais te parler ce soir. Jung définissait l'individuation comme le processus par lequel une personne devient vraiment elle-même. Pas la version d'elle-même que la société attend, pas la version que sa famille a projetée sur elle, pas la version qui correspond au rôle disponible dans son environnement, mais la version authentique, unique, irréductiblement personnelle. Et il avait observé quelque chose de fascinant sur ce processus. Il ne se produit pas naturellement chez tout le monde. La plupart des gens, et Jung disait ça sans jugement, juste avec observation, passent leur vie dans ce qu'il appelait l'identification collective.
Ils adoptent les valeurs de leur groupe, les rôles de leur culture, les attentes de leur environnement. Et cette adoption se fait souvent sans grande résistance intérieure parce que leur psyché trouve une forme de satisfaction suffisante dans cette appartenance collective. Ils se fondent, ils s'intègrent, ils trouvent leur place parce qu'ils n'ont pas un fort besoin intérieur de se distinguer de l'endroit où ils sont. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas possible. Pas parce qu'elles le refusent consciemment, pas par rébellion ou par orgueil, mais parce que quelque chose en elles, quelque chose de profond, de structurel, de fondamental, résiste à cette dissolution dans le collectif. Quelque chose en elles dit « ce n'est pas moi, ce n'est pas tout moi, il y a quelque chose d'autre que je dois être ». Et cette résistance intérieure crée exactement ce que tu connais. Cette difficulté à te sentir vraiment à ta place, là où les autres semblent s'installer confortablement. Parce que te mettre à ta place dans un espace qui ne correspond pas à qui tu es vraiment, c'est quelque chose que ta psyché refuse de faire pleinement. Et cette résistance n'est pas un problème. C'est ton inconscient qui te protège de quelque chose que tu ne vois peut-être pas encore clairement. Il te protège de la perte de toi-même. Je veux maintenant être très précis, parce que ne pas trouver sa place est une expérience qui se décline en plusieurs réalités très concrètes. Et chacune de ces réalités révèle quelque chose de spécifique sur qui tu es. Première réalité. Tu ne te reconnais pas dans les conversations superficielles, il y a ces conversations qui meublent, sur la météo, sur les séries, sur ce que les gens font le week-end, et tu y participes. Tu sais comment y participer. Tu as les codes, mais quelque chose en toi s'ennuie profondément. Pas d'un ennui arrogant, pas d'un ennui qui juge les autres d'apprécier ces échanges, mais d'un ennui qui ressemble à de la faim. Comme si tu attendais que la conversation descende vers quelque chose de plus réel et qu'elle ne le fait jamais. Et tu finis par te demander si quelque chose ne va pas en toi, si tu es trop dans ta tête, si tu devrais apprendre à être satisfait par moins. Jung dirait que non. Il dirait que certaines psychés ont besoin de profondeur comme d'autres ont besoin d'air. Que ce besoin de connexion authentique, de conversation qui touche quelque chose de vrai, n'est pas une exigence excessive. C'est le signe d'une vie intérieure, suffisamment riche pour avoir besoin d'une réciprocité réelle. Et les espaces où cette réciprocité n'existe pas ne seront jamais vraiment ta place. Peu importe à quel point tu t'y adaptes en surface. Deuxième réalité, tu perçois les dynamiques de groupe que les autres ne voient pas. Quand tu es dans un groupe, au travail, en famille, entre amis, tu vois des choses. Tu vois qui joue quel rôle, qui cherche à se faire valider, qui souffre en silence, qui dit une chose et en pense une autre, les tensions non dites, les hiérarchies implicites, les jeux de pouvoir que personne n'articule mais que tout le monde joue. Et cette perception te rend inconfortable, parce que tu ne peux pas simplement ignorer ce que tu vois. Tu ne peux pas faire semblant de ne pas percevoir ce qui se passe sous la surface. Et cette conscience aiguë de la complexité des dynamiques humaines crée une distance naturelle. Tu observes là où les autres participent inconsciemment. Jung appelait ça la conscience de l'ombre collective, la capacité à percevoir les aspects non reconnus, refoulés ou niés de la dynamique d'un groupe, les choses que le groupe sait collectivement mais refuse de voir. Cette perception est précieuse, mais elle crée une solitude réelle, parce que tu vis dans un niveau de conscience de ce qui se passe que les autres n'habitent pas encore. Troisième réalité, tu changes selon les environnements et ça t'épuise. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes qui ne trouvent pas facilement leur place vivent sans le nommer clairement. Elles s'adaptent. Elles ont une version d'elles-mêmes pour le travail, une autre pour la famille, une autre pour les amis. Elles savent lire ce qu'on attend d'elles dans chaque contexte et s'y adapter avec une précision qui peut sembler naturelle de l'extérieur, mais qui est épuisante de l'intérieur. Et au bout d'un moment, elles se posent une question troublante. Laquelle de ces versions est vraiment moi ? Jung appelait ce phénomène la multiplication des personas,
le fait de développer plusieurs masques sociaux pour naviguer des environnements différents. Ce n'est pas de la fausseté. Tout le monde a un persona. Mais quand le fossé entre les différents personas devient très grand et quand aucun d'eux ne semble vraiment correspondre à ce qu'on ressent profondément être, la fatigue s'installe. Et avec elle, ce sentiment persistant de ne jamais vraiment être soi dans les espaces disponibles. Quatrième réalité. Tu as des intérêts que peu de personnes autour de toi partagent. Ce n'est pas forcément des intérêts obscurs ou élitistes, mais des façons de penser, des questions que tu te poses, des sujets qui t'animent. Une façon d'aborder les choses qui va plus loin, qui creuse plus profond, qui cherche à comprendre plutôt qu'à simplement consommer. Et tu as appris, parfois douloureusement, que ces intérêts ne trouvent pas toujours un écho facile. Que tu peux t'enthousiasmer pour quelque chose et voir dans le regard de l'autre cette légère absence qui dit qu'il ne comprend pas vraiment de quoi tu parles ou pourquoi ça compte autant. Et progressivement, tu as peut-être appris à te taire là-dessus, à garder ces parties de toi pour les rares moments où tu trouves quelqu'un qui peut les recevoir. Jung dirait que ces intérêts profonds, ces façons particulières de t'engager avec le monde, sont des expressions de ton soi authentique, des manifestations de qui tu es vraiment en dessous des adaptations sociales, et les espaces qui ne peuvent pas les accueillir, ne peuvent pas accueillir toi, vraiment. Cinquième réalité. Tu as toujours senti qu'il y avait quelque chose que tu étais censé trouver, sans savoir quoi. Voici peut-être la plus profonde et la plus difficile à nommer. Au fond de toi, depuis longtemps, peut-être toujours, il y a une sorte d'attente. Un sentiment diffus mais persistant qu'il y a quelque chose de plus. Quelque chose que tu n'as pas encore trouvé. Un endroit, des personnes, une façon d'être dans le monde qui correspondrait vraiment. Tu ne sais pas toujours ce que c'est, tu ne peux pas toujours le formuler clairement, mais tu le ressens. Cette légère insatisfaction chronique, cette impression que les pièces du puzzle de ta vie ne s'assemblent pas tout à fait, que quelque chose d'essentiel est encore absent. Jung appelait ça l'appel du soi, cette pulsion profonde de l'inconscient qui pousse vers l'individuation, vers la version la plus complète et la plus authentique de soi-même. Et tant qu'on n'a pas répondu à cet appel, tant qu'on n'a pas commencé à travailler vers cette version authentique, ce sentiment d'attente ne disparaît pas. Il persiste, précisément parce qu'il veut quelque chose, précisément parce qu'il sait qu'autre chose est possible. Pause musicale douce. Laquelle de ces 5 réalités te touche le plus? Dis-moi en commentaire, juste un chiffre de 1 à 5. Je lis tous vos messages. Je dois maintenant te parler de quelque chose que cette vidéo ne peut pas ignorer, parce qu'il serait trop facile de dire uniquement « ton décalage est une force » et de s'arrêter là. Ce serait vrai, mais ce serait incomplet. Et l'incomplet dans une vérité fait parfois autant de mal qu'un mensonge. Alors voici ce que je veux reconnaître clairement. Ne pas trouver sa place, ça fait mal. Pas métaphoriquement, pas symboliquement, mais concrètement, quotidiennement, dans cette façon très réelle qu'a l'exclusion, même douce, même implicite, de creuser quelque chose en toi avec le temps. La solitude chronique. Tu peux être entouré de monde et te sentir seul, pas de la solitude de l'isolement physique. Mais cette solitude beaucoup plus subtile et beaucoup plus difficile à expliquer de n'être pas vraiment connu. D'avoir des gens autour de toi qui t'apprécient, mais qui ne te voient pas vraiment, qui voient ta version adaptée, ta version de surface, ta version socialement acceptable. Mais pas toi, pas la version de toi qui pense ces choses, qui ressent ces choses, qui cherche ces choses que tu n'arrives pas toujours à partager, parce que tu as appris qu'elles ne trouvent pas toujours un écho. Cette solitude-là est épuisante, parce qu'elle ne se résout pas en voyant plus de monde. Elle se résout uniquement en trouvant les rares personnes qui peuvent vraiment te rejoindre dans ta profondeur. Le doute sur soi-même. Voici peut-être le prix le plus insidieux. Après des années de ne pas trouver facilement sa place, on commence à intérioriser une question. Et si le problème c'était moi? Et si tu étais trop difficile, trop dans ta tête, trop exigeant,
trop différent pour trouver ta place de façon normale. Ce doute, cette remise en question chronique de ta propre valeur et de ta propre normalité, est l'un des effets les plus dommageables d'une vie passée à ne pas se sentir à sa place. Parce qu'il te coupe de la confiance dans ta propre perception. Il te fait minimiser ce que tu ressens. Il te fait te demander si tes besoins sont légitimes ou excessifs. Et cette coupure entre toi et ta propre réalité intérieure, c'est ce que Jung appelait la perte de l'âme. Ce moment où une personne se déconnecte de son soi authentique sous la pression des exigences externes. L'épuisement de l'adaptation permanente. Chaque jour, tu dépenses de l'énergie à t'adapter, à être la version de toi qui convient à cet environnement, à lisser les aspérités, à traduire ce que tu penses vraiment en quelque chose d'acceptable pour le contexte, à gérer l'écart entre ce que tu es et ce que l'espace dans lequel tu te trouves peut recevoir. C'est un travail invisible, un travail que personne ne voit parce qu'il se fait à l'intérieur, mais il prend de l'énergie réelle. Et cette énergie dépensée dans l'adaptation est de l'énergie qui ne va pas vers ta propre création, ta propre croissance, ta propre vie authentique. Alors, comment change-t-on ça? Comment arrête-t-on de chercher sa place dans des espaces qui ne peuvent pas la contenir? Et comment commence-t-on à créer la place qui correspond vraiment à qui on est? Jung ne croyait pas à la recherche passive de sa place. Il croyait à la construction active de son espace authentique. Et cette construction passe par des étapes très concrètes. Première étape, comprendre que ta place n'est pas à trouver, elle est à créer. Voici la vérité la plus importante de toute cette vidéo. Les personnes engagées dans un processus d'individuation authentique ne trouvent pas leur place dans les structures existantes. Elles la créent, parce que leur façon d'être dans le monde, leur profondeur, leur complexité, leur refus de se réduire à ce qui est déjà disponible, ne correspond pas à un espace préexistant. Elle correspond à un espace qui doit être inventé. Et cette invention, aussi exigeante qu'elle soit, est précisément ce que le processus d'individuation te demande. Pas de trouver où tu rentres, mais de créer l'espace dans lequel tu peux être pleinement toi. Que ce soit dans ta façon de travailler, dans tes relations, dans ta façon de vivre, la question n'est pas « où est-ce que je rentre ?» Ah mais qu'est-ce que je dois construire pour pouvoir être vraiment moi? Deuxième étape, arrêter de mesurer ta valeur à ton niveau d'intégration. Tu as peut-être intégré, souvent à ton insu, cette équation. S'intégrer facilement, réussite sociale, valeur personnelle. Et comme tu ne t'intègres pas facilement, tu as peut-être conclu quelque chose de douloureux sur ta valeur, mais Jung renverserait complètement cette équation. Il dirait que la facilité d'intégration, dans le collectif, n'est pas une mesure de valeur psychique. C'est simplement une mesure de compatibilité avec les normes existantes. Et les personnes les plus précieuses pour l'évolution collective, les penseurs, les créateurs, les personnes qui apportent quelque chose de nouveau sont souvent précisément celles qui s'intègrent le moins facilement dans ce qui existe déjà. Parce que ce qui existe déjà n'a pas été créé par des gens qui s'y intégraient parfaitement. Il a été créé par des gens qui ne s'y intégraient pas et qui ont construit quelque chose d'autre. Troisième étape, trouver ta tribu plutôt que chercher ton groupe. Il y a une différence fondamentale entre un groupe et une tribu, au sens où Jung l'entendait. Un groupe est une collection de personnes qui partagent un contexte, un travail, un quartier, une famille, une situation. Une tribu est une collection de personnes qui partagent une vision de la profondeur, une façon similaire de s'engager avec le monde, une compatibilité dans les questions qu'on se pose, une résonance dans ce qui compte vraiment. Tu ne trouveras peut-être jamais vraiment ta place dans les groupes de contexte. Mais tu peux trouver ta tribu. Ces personnes existent. Elles vivent peut-être la même solitude que toi. Elles se demandent peut-être, elles aussi, pourquoi elles ne trouvent pas facilement leur place. Et quand vous vous trouvez, parce que vous vous trouvez toujours, d'une façon ou d'une autre, quelque chose de rare se produit. La reconnaissance. Ce sentiment profond d'être enfin vu par quelqu'un qui perçoit ce que tu perçois.
Qui cherche ce que tu cherches? Qui vit dans la même profondeur que toi? Ces connexions-là ne ressemblent à rien d'autre. Et elles valent toutes les années de ne pas avoir trouvé ta place dans les mauvais espaces. 4e étape. Faire la paix avec le décalage comme condition permanente. Voici peut-être la leçon la plus difficile et la plus libératrice. Le décalage ne disparaîtra probablement pas complètement. Même quand tu auras trouvé ta tribu. Même quand tu auras créé ton espace. Même quand tu seras dans les contextes qui te correspondent le mieux. Il y aura toujours des moments où tu te sentiras légèrement en dehors, légèrement en décalage, légèrement en train d'observer plutôt que de t'y dissoudre complètement. Et Jung dirait que c'est normal, que c'est même nécessaire, parce que le décalage est le prix de la conscience. Et la conscience, cette façon que tu as de percevoir plus, de questionner plus, de refuser de te laisser enfermer dans des versions limitées de toi-même, ne se fait pas sans une certaine distance par rapport au flux collectif. Mais il y a une différence entre le décalage comme souffrance et le décalage comme position. Le décalage comme souffrance dit « Je suis en dehors et ça me fait mal et je veux rentrer ». Le décalage comme position dit « Je suis à cet endroit particulier qui me permet de voir des choses que ceux qui sont au centre ne voient pas. Et cet endroit a une valeur. Passer de l'un à l'autre. C'est peut-être le travail le plus important de ta vie. Je veux te dire quelque chose que Jung croyait profondément. Il croyait que les personnes qui ne trouvent pas facilement leur place dans les structures existantes ont une fonction particulière dans le monde. Pas une fonction supérieure, pas une fonction meilleure, mais une fonction différente et souvent nécessaire. Il les appelait parfois les porteurs de conscience. Ces personnes dont le rôle, souvent sans qu'elles le choisissent consciemment, est de percevoir ce que le groupe ne voit pas encore, de questionner ce que le groupe accepte sans réfléchir, d'apporter dans l'espace collectif quelque chose que ceux qui s'y sont pleinement intégrés ne peuvent plus apporter parce qu'ils font trop partie du système pour en voir les limites. Et cette fonction a une valeur réelle. Pas abstraitement, pas symboliquement, mais concrètement. Dans chaque domaine de la vie humaine, l'art, la science, les relations, les organisations, les familles, ce sont souvent les personnes légèrement en décalage qui apportent les perspectives nouvelles, qui posent les questions inconfortables, qui refusent les consensus trop faciles, pas parce qu'elles cherchent à être différentes, mais parce qu'elles ne peuvent pas s'empêcher de voir ce qu'elles voient. Et ce que tu vois, ce que ta position particulière dans le monde te permet de percevoir, a une valeur, pas malgré ton décalage. À cause de lui, je veux terminer avec toi dans cette vérité. Tu n'as pas du mal à trouver ta place parce que tu n'en as pas. Tu as du mal à trouver ta place parce que la place qui est vraiment la tienne n'est pas celle que le monde t'a présentée comme disponible. Elle n'était pas dans le groupe où tout le monde semblait s'intégrer facilement. Elle n'était pas dans les rôles qu'on t'a proposés. Elle n'était pas dans les espaces où tu t'es essayé en te demandant pourquoi ça ne fonctionnait jamais vraiment. Ta place est quelque chose que tu construis, avec les personnes qui peuvent vraiment te rejoindre dans ta profondeur, dans les espaces que tu crées plutôt que ceux que tu trouves, dans cette version de toi-même que tu continues à découvrir lentement, parfois douloureusement, mais réellement. Jung disait que le voyage vers soi-même est le plus long voyage qu'un être humain puisse entreprendre. Et ce voyage, ce processus d'individuation qui t'a rendu différent, décalé, incapable de te contenter des places faciles, il ne t'a pas isolé pour rien. Il t'a isolé de ce qui n'était pas toi, pour te ramener vers ce qu'il est. Et ce qu'il est, ce que tu es vraiment, dans toute ta complexité et ta profondeur et ta façon particulière d'être au monde, ça mérite un espace qui lui correspond vraiment. Pas l'espace de tout le monde. Ton espace. Et cet espace existe. Ou plutôt, il attend d'être créé par toi. Et tu es précisément la personne qui peut le créer, parce que tu as passé toute ta vie à chercher quelque chose que les espaces existants ne pouvaient pas te donner. Et cette recherche, aussi douloureuse qu'elle ait été,
t'a rendu exactement qui tu dois être pour construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est vraiment à toi.